Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Nous sommes toutes et tous confrontés à certains moments de nos vies à des choses qui nous dépassent, des choses qui échappent totalement à notre compréhension. Pour certains et certaines, ce sera un phénomène physique complexe, une équation mathématique tortueuse, une prouesse sportive ou artistique défiant les capacités humaines. Et pour moi, c'est la fascination que semble exercer sur une partie de la gauche l'ex-ministre sarkozyste Rachida Dati. Vous les avez vus comme moi, ces punchlines, ces petites vacheries, ces sorties sans gêne pendant les séances du Conseil de Paris, toutes ces petites séquences de cruauté politique partagées à l'envi sur les réseaux sociaux où Rachida Dati est saluée comme une queen, une diva, quasi l'équivalent d'une méchante de Disney qu'on aime bien quand même. Le tout par des gens qui supposément sont opposés à ses idées, des gens plus proches culturellement de la gauche, voire de l'extrême gauche, mais qui cultivent une forme de sympathie à l'égard de l'ancienne garde des Sceaux, pur produit de la droite dure des années 2000, responsable entre autres joyeusetés de la mise en place des peines planchées lors de son passage aux affaires, bref, une opposante à minima. Alors pourquoi la gauche est-elle sous le charme de Rachida Dati ? C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Oubliez-moi, passez là-bas. Voilà, non. Comme ça, je réponds plus. Allez là-bas. Je ne vais pas demander de décoder mes propos là. Je lui pose la question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors, si j'aspire en effet à être majoritaire. Mais il se trouve que je n'ai jamais soutenu, contrairement à vous, un gouvernement. Mais Hugo, vous n'allez pas vous faire applaudir sur des conneries pareilles, arrêtez. Merci, quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Voilà, ça c'est votre bilan. Notre invité, c'est mon confrère de Libération, Jonathan Bouchet-Petersen. Il est éditorialiste politique au sein du Quotidien, observateur aguerri de la vie publique, et je lui ai donc demandé si lui aussi trouvait qu'il y avait une étrange fascination à gauche pour Rachida Dati. Je ne sais pas s'il y a une fascination. Moi, je dirais qu'il y a quand même deux temps dans la perception de Rachida Dati. Il y a, en gros, quand elle était un enjeu, donc l'époque où elle était ministre, l'époque où le sarkozysme était encore représenté par des figures, elle en faisait partie. Là, elle était clairement une opposante et il n'y avait pas beaucoup de mansuétude à son égard dans le camp d'en face. Et après, il y a la nouvelle identité, j'allais dire, de Rachida Dati post-Sarkozy, qui est beaucoup plus une franc-tireuse, qui a en gros son existence individuelle, qui s'inscrit dans pas beaucoup de collectifs. Et effectivement, à gauche, en tout cas, ce côté un peu Madame Vacherie à l'égard de son propre camp. On sait que voilà, elle est l'inviter sur un plateau ou lui ouvrir le micro, c'est comme la plupart du temps avoir droit à des punchlines très efficaces et souvent assez bien senties à l'égard de Xavier Bertrand, à l'égard de Valérie Pécresse, à l'égard de François Fillon à l'époque, qu'elle traitait quand même de dingue quasiment à chaque fois qu'elle pouvait se le payer, sachant qu'ils ont eu une rivalité sur la circonscription dans le 7e arrondissement à l'époque. Donc ça faisait partie des personnes, si on voulait avoir, j'allais dire, de la droite qui critique la droite, c'était typiquement Rachida Dati dont on était sûr qu'elle serait au rendez-vous. Après, c'est ce que je disais, c'est qu'elle n'est plus non plus un enjeu politique. Elle n'est pas au cœur du macronisme au pouvoir, elle n'est pas vraiment non plus au cœur des instances de LR, elle est maire du 7e, et elle a fini par construire ou apparaître aux yeux des Français et plus largement des médias comme un personnage, quoi. Donc il y a le côté romanesque de la vie de Rachida Dati qui a fait qu'elle est très identifiée pour une grande partie des Français, que ce soit la réussite d'une fille de l'immigration, que ce soit la mère célibataire, que ce soit la ministre bling-bling à l'époque, que ce soit un peu l'avocate affairiste à d'autres moments. Il y a plein de moments où on la voit jaillir dans différentes sphères et où elle a toujours son franc-parler, quoi. Est-ce que c'est le signal, si je poursuis ce que tu dis, Jonathan, d'une dépolitisation de la figure de Rachida Dati ? Bon, elle reste de droite, ça on va pas se mentir. Quand elle est amenée à parler en tant qu'ancienne garde des Sceaux, c'est toujours pour défendre les mantras du sarkozysme. Ça, pour le coup, elle a pas bougé. Donc c'est une garde des Sceaux plutôt sécuritaire. C'est l'idée qu'il faut construire des prisons pour enfermer plus de monde. Enfin, elle est quand même sur le côté régalien, en tout cas, qui est son identité première. Elle a pas bougé. Ça a pas été le recentrage ou la gauchisation de Rachida Dati. En revanche, elle a une existence, qui dépasse celle la maire du 7e. Il y en a certains
certains. Quand sans faire de comparaison trop grossière, mais Patrick Balkany, par exemple, qui a jamais rien représenté dans la vie politique nationale, avait aussi cette espèce de statut un peu au-delà de ce qui est légitime de lui accorder à l'aune de ses mandats. Donc oui, c'est un signe aujourd'hui, elle est un personnage du spectacle médiatique, plus qu'un acteur de la vie politique. Est-ce que ça dénote aussi de notre goût collectif, pour le coup, pour un peu les voyous de la politique? Moi, je pense qu'il y a complètement ça. De fait, c'est un personnage qui a des aspérités. Donc plus que effectivement donc je sais pas après si c'est le côté canaille ou crapule, ça après je veux dire ça dépend un peu du dossier. Elle est très canaille quand elle commente la vie politique et son propre camp. Je veux dire quand elle est mise en examen pour ses conseils à Carlos Ghosn, des conseils dont on a du mal quand même à les qualifier autrement que du trafic d'influence en tant qu'eurodéputé. Là on est quand même plus d'un versant qui est pas valorisable et pas valorisé, mais ça passe presque au second plan. Je veux dire il y a vraiment une forme de puissance de son personnage qui écrase les aléas de son parcours d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a même dans le camp d'en face, donc le camp de la gauche, presque une forme de sympathie à l'égard de Rachida Dati, ou en tout cas on la regarde avec ses zones d'ombre, mais c'est pas ce qui ressort en premier. Aussi parce qu'elle est, c'est marrant, c'est toujours ce qui a été un peu la dualité, c'est qu'elle a été garde des Sceaux, elle est maire du 7e, et pourtant elle apparaît un peu comme hors système. De fait, elle est un produit ou en tout cas elle a été un produit du système, mais elle n'a pas fait les grandes écoles, mais elle a toujours un peu pris la pose de cet enfant de la balle qui rejette la caste. Donc voilà, tout ça a fini par asseoir une personnalité qui est autre chose qu'une bébé Sarkozy, comme il y en a eu beaucoup d'autres, quoi. Alors elle est connue, Dati, pour mettre des énormes tacles glissés à son propre camp, notamment à Brice-Hortefeux, qui est une de ses têtes de Turc. Enfin, les échanges sont connus et on fait les grandes heures des indiscrets politiques. Qu'est-ce qu'elle dit de la gauche, Rachida Dati? Parce que, alors, on parlait de sympathie à son égard du côté de la gauche. Est-ce que c'est réciproque? Alors je pense qu'à l'égard de la gauche comme force politique ou comme camp, elle est très dure. Fondamentalement, ils sont laxistes, ils sont à côté de la plaque sur quasiment tous les sujets qui la concernent sur le plan régalien. Ça, là-dessus, elle est dans le combat très dur. Mais il y a des personnalités avec lesquelles, en tout cas, elle entretient ou à l'égard desquelles elle a une mansuétude et même elle formule une sympathie. Il faut toujours penser au billard à trois bandes, c'est-à-dire par exemple Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un avec lequel elle a été député européen plus ou moins à la même période, et on sait qu'au Parlement européen, il y a des relations, interpartisanes qui sont moins tranchées que ce qu'on peut voir sur la scène nationale à l'Assemblée. Et je me souviens que dans différents papiers, notamment un papier de Vanity Fair, elle expliquait qu'elle avait eu l'occasion de faire le trajet entre Paris et Strasbourg avec Jean-Luc Mélenchon, qu'ils avaient eu une grande discussion sur la laïcité et qu'elle trouvait que c'était quelqu'un d'érudit, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intéressant, et presque l'homme Mélenchon au-delà du personnage politique. Il y avait une forme de tendresse à son égard. Donc après, c'était aussi à une époque où Jean-Luc Mélenchon pendant longtemps a été le poil à gratter de la gauche. Donc quand on est de droite, expliquer que le poil à gratter est quelqu'un de positif, c'est aussi une façon, de compliquer la vie quotidienne à gauche. Donc faut jamais oublier le côté pervers. Mais il y a quand même quelque chose, et en y pensant, je me suis dit que s'il y avait un terme plutôt associé à la gauche, mais qui pouvait correspondre à Rachida Dati, c'était justement le terme d'insoumise. En tout cas, dans son camp, c'est elle, dans sa façon de se mettre en scène et dans ce qu'elle revendique, c'est quand même l'idée je ne dois rien à personne, et donc j'entretiens, après sincérité, pas sincérité, une forme d'insoumission. Ça n'empêche pas d'avoir été porté par Nicolas Sarkozy comme par quelques politiques plus âgés au début de sa carrière, mais effectivement, Dati, aujourd'hui, elle ne doit rien à personne, et ça explique en grande partie sa liberté. Mais justement, on parlait des insoumis, elle est allée aux universités d'été, donc c'était l'été dernier, en août dernier, pour porter un peu la contradiction, surtout faire le spectacle auprès des insoumis. Est-ce qu'elle incarne aussi une ennemie qu'on peut apprivoiser quasiment, dans le sens où elle ne représente tellement pas de danger qu'on peut l'accueillir chez soi et jouer un peu avec sans que ça prête à conséquence? C'était dans un contexte où les insoumis jouaient un peu la carte de la maturité, c'est-à-dire on se réunit pas
qu'entre soi, on accueille déjà les partenaires de la NUP d'un côté, on accueille un certain nombre de ministres du gouvernement Macron, on accueille jusqu'à la droite, et en l'occurrence Rachida Dati, pour mettre en scène l'idée qu'ils voilà, ils étaient au cœur du jeu et qu'ils étaient capables de débattre avec tout le monde et que ça montrait que c'était tout sauf une espèce de force nécrosée sur elle-même. Après, je pense que ça a été totalement contre-productif parce que ce débat, c'était entre Rachida Dati et Hugo Bernalicis, qui est plutôt spécialiste des questions je veux dire, de justice ou de prison côté LFI. Et effectivement, tous les papiers, à commencer par ceux de Libération, ça a été le show Dati, le fait qu'elle avait fait une démonstration de sa capacité à tenir le micro et, comme on le disait, à multiplier les punchlines, tout en déroulant un argumentaire 100% sécuritaire et 100% sarkozyste. Donc, mais effectivement, il vaut mieux, j'allais dire, quitte à offrir cette tribune à quelqu'un à droite, il vaut mieux que ce soit avec la droite d'hier qu'avec la droite d'aujourd'hui. C'est quoi son intérêt à elle d'aller dans ce genre de truc ? Exister, parce que évidemment qu'il y a, là on a dit beaucoup de gentillesse à l'égard de Rachida Dati, ou en tout cas on a essayé de pointer ce qu'il pouvait y avoir de sauvable dans ce parcours, mais c'est quand même aussi une Rastignac et quelqu'un qui a connu la lumière au premier plan, et à partir du moment où on a connu d'une certaine manière la gloire quand le sarkozysme était triomphant, il est très difficile, à part en faisant preuve d'une grande sagesse, de retourner sagement dans l'ombre comme seul élu du 7e arrondissement. Donc il y a un plaisir manifeste à être un personnage médiatique et effectivement faire l'actualité ou faire l'événement en allant dans le camp d'en face dans un exercice un peu singulier, ça ne peut qu'y contribuer. Qu'est-ce qui fait que elle, contrairement à plein d'autres, a réussi à ne pas traîner totalement la casserole des années Sarkozy, là où plein d'anciens ministres, d'anciens proches de Sarkozy se sont retrouvés soit alors à l'ombre pour certains, soit englués dans le passif assez difficile de ce quinquennat-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle y a échappé ? Je pense que ça vient montrer en regard qu'elle était un des visages de la Sarkozy, mais qu'elle n'était pas un des hommes forts ou des femmes fortes de la Sarkozy. C'est-à-dire, si on compare à un Brice Hortefeux, à un Claude Guéant, effectivement, ça, c'était des rouages essentiels du sarkozysme. C'était plutôt l'époque des NKM, Ramayad, Rachida Dati, qui étaient différents visages d'une forme de modernité. Donc, il y a un côté aussi, ça montre au-delà de l'image, le fait qu'elle n'a jamais été un acteur de premier plan. Elle a occupé un poste qui symboliquement était très fort, mais au même titre qu'Éric Dupond-Moretti est pas non plus un poids lourd de la Macronie, il en est un des visages les plus identifiés et il en restera sûrement dans les années qui viennent comme un des symboles des quinquennats Macron. Je pense que Dati, elle a réussi d'une certaine manière à entretenir et à mettre en scène la relation personnelle avec Sarkozy, même le couple Sarkozy, plus que d'être un rouage de l'itinéraire très tortueux qu'a été le sarkozysme au pouvoir. Est-ce qu'on peut imaginer que cette transformation, cette espèce de mutation en personnage moitié drôlatique, moitié anecdotique, peut n'être qu'une transition vers une seconde vie politique ? Non, je pense que pour plein de raisons, c'est quelqu'un qui fédère pas non plus dans son camp. Quand on s'enferme un petit peu dans une posture qui est confortable sur le plan médiatique, et même égotique sûrement, de la pistoleros, la camarade qui balance des vacheries, tout ça, on suscite pas, sachant qu'il n'y a pas de datisme, on pourrait pas le définir, il y a encore moins de gens qui sont, peut-être à part ses assistants parlementaires à l'époque, il n'y a pas de troupes LR ou de troupes même hors LR qui se reconnaissent ou qui fantasment effectivement une deuxième vie de Rachida Dati. Elle le dit d'ailleurs, elle le théorise en disant justement, je fais pas partie de la caste, je suis ici de l'immigration, avec Sarkozy tout était possible, mais aujourd'hui je sens que j'ai atteint mon plafond de verre. Elle le dit, elle a candidaté, on se souvient quand même, évidemment elle était candidate face à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Si elle était devenue maire de Paris, ça aurait tout à fait pu être une deuxième partie de vie politique ou avec une forme de renaissance. Mais l'imaginer comme elle le fantasme parfois, sans même vraiment y croire, candidate à la présidentielle ou nouveau visage de la droite, non, ça c'est... après, en politique, on est souvent démenti quand on se lance dans les pronostics, mais en l'état, toutes choses égales par ailleurs, non, il n'y a pas de boulevard du tout pour une deuxième vie de Dati. Est-ce qu'elle incarne aussi peut-être les destinées un peu brisées ou un peu émiettées de toute cette jeune génération de la droite? Enfin, tu citais tout à l'heure NKM, Ramayad, plein de figures comme ça qu'on attendait comme un peu la relève, les figures de premier plan de la droite 15 ans, 20 ans après Sarkozy. Bon, on est 15 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy.
il et elle ont quasiment tous disparu du champ public ou sont devenus, comme Rachida Dati, des phénomènes de foire un peu. Ouais, dans des registres très différents, parce que bon, NKM, elle était très minoritaire dans son camp, et sûrement elle a quitté le navire avant le macronisme, où on peut se dire qu'une NKM aujourd'hui, elle a tout autant de raisons que Bruno Le Maire d'être aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc ça aurait pu être, si elle avait voulu continuer dans la vie politique, c'est plutôt de ce côté-là. Une Ramayad, elle a repris du champ, et je pense qu'elle a été bien carbonisée aussi par son expérience dans la politique de premier plan. Et si on est honnête, le sarkozysme aujourd'hui ne donne pas les jeunes pousses ou les espoirs de LR. En gros, c'est des présidents de région qui ont ou fait leur sauce dans leur coin, type Xavier Bertrand, ou incarnent un credo quand même identitaire, libéral très particulier comme Laurent Wauquiez, ou Valérie Pécresse, qui est beaucoup plus une bébé Chirac, même si elle a été ministre sous Sarkozy. Donc, j'allais dire, au même titre que le macronisme risque de finir avec Macron, le sarkozysme s'est éteint avec Nicolas Sarkozy. Et quand il a été battu par François Fillon à la primaire de la droite, d'une certaine manière, ça a été la fin des haricots pour Nicolas Sarkozy, certes, mais tous ses avatars avec lui. Est-ce que aussi on terminera là-dessus peut-être, son succès, entre larges guillemets, s'explique par le peu de considération qu'on a pour la chose politique, dans le sens où on considère qu'elle est l'apanage de gens comme Rachida Dati, c'est-à-dire de gens sans foi ni loi, qui parlent bien, disent des vacheries, disent des horreurs, mais finalement n'incarnent ni un projet, ni des idées, ni un courant. Est-ce que finalement c'est pas plutôt un mauvais signe de la façon dont nous-mêmes nous percevons la politique? C'est un très mauvais symptôme. Je crois que c'était il y a 2 semaines, ou en tout cas, donc on est en gros au courant du mois d'octobre, pour la nouvelle émission de Léa Salamé sur France 2 qui s'appelle Quelle époque, elle s'est retrouvée être l'invité politique, puisqu'il y a un invité politique chaque semaine, et quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit mais à quel titre en fait quoi. Il y a une espèce de décalage complètement fou, et qui est vraiment un symptôme de la capacité du monde médiatique et de la machine médiatique à beaucoup plus attraper les personnages, quitte à rester complètement à la surface des choses, plutôt que de se coltiner des personnages qui sont plus centraux et peut-être moins médiatiquement bankable, j'allais dire. Mais il y a eu Gabriel Attal, ministre du budget, en plein vote du budget, on comprend. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon dans une rentrée politique, le moins qu'on puisse dire, chargée et pas très réussie pour les Insoumis, c'est légitime. Et c'est vrai que se dire que la droite est représentée par Rachida Dati, franchement, à part effectivement la course aux salopes. Et je crois que là, d'ailleurs, il y a eu Nadine Morano, d'une certaine manière, qui est un peu le même genre de personnage quelques semaines plus tard. Donc moi je pense que c'est un symptôme du fait qu'on préférera toujours le bon client, même si c'est pour rester à la surface des choses, et que dans une économie médiatique où on aime bien isoler les petites phrases, en sortir un tweet, isoler la vidéo qui ne doit pas faire plus de 2 minutes, tout ça, elle donne un espèce de prêt à produire qui est sûrement efficace pour les jeunes assistants qui se retrouvent à faire ça, mais qui est pas forcément, et même loin d'être une façon de tirer le débat politique vers le haut. Merci à Jonathan Boucher-Petersen pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.